Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Vous en avez probablement entendu parler. Il y a une lettre d'intention signée entre le président de l'Ukraine, Zelensky, et le Premier ministre de la Suède pour l'acquisition d'entre 100 à 150 Gripen. Alors ce n'est pas rien, c'est ce que l'on dit depuis des années. Il faut désigner, il faut créer, il faut monter en puissance l'armée de l'air ukrainienne pour lui permettre à terme d'avoir une dissuasion conventionnelle qui soit crédible. Eh bien, il semblerait que ce soit les Suédois qui ont une industrie de l'armement aéronautique assez incroyable qui ait tiré leur épingle du jeu d'un point de vue commercial. Maintenant, ce que l'on va voir dans cette vidéo, c'est 4 grands points. Dans un premier temps, l'actualité, ce que l'on sait actuellement, et il faut être franc, à part cette lettre d'intention, on n'a pas beaucoup de détails. Ensuite, on va voir la différence entre le Gripen C, qui a fait ses premiers vols dans les années 80, et le Gripen E, qui justement vient tout juste d'être livré pour les premiers exemplaires à l'armée de l'air suédoise, là où des Brésiliens en ont déjà. Ensuite, se poser la question de la différence entre le JAS. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi JAS? On va le voir. La différence entre le JAS 39 et le Rafale, et ensuite concrètement quel impact est-ce que tout cela pourrait avoir sur le champ de bataille. Plutôt que vous faire une grande liste de vendeurs d'armement avec toutes les spécifications PowerPoint qui vont vous faire mal à la tête, ce qu'on va faire, c'est on va aller au tableau, on va faire du concret. Comme vous le savez, j'ai fait du Rafale, l'avion de 4.5 génération, et fonction des cas, vous allez vous rendre compte eh bien, que le Gripen est probablement, on l'avait déjà dit sur cette chaîne il y a plus de 2 ans, le meilleur avion pour l'armée de l'air ukrainienne. Et je vous dis ça, même si j'adore Dassault et si j'adore le Rafale, mais parce que le Gripen a été réfléchi pour pouvoir faire de l'embuscade, pour pouvoir faire payer un prix extrêmement cher à un adversaire avec très peu de matériel. Et quand je vous ai dit qu'on allait faire du concret, vous voulez couler un bateau avec du Rafale Marine, vous prenez un Exocet, un missile pour un Rafale Marine. Vous voulez en tirer 4 Rafale Marine. Avec le Gripen E, la nouvelle version, celle dont il est question dans la lettre d'intention, un Gripen, 4 missiles. À partir de là, le pouvoir de dissuasion, l'impact militaire est forcément extrêmement intéressant, avec un coût à l'heure de vol sur un avion monomoteur, propulsion américaine, avec une consommation forcément assez limitée parce qu'il n'y a qu'un seul moteur, vous comprenez mieux le choix. Mais juste avant qu'on attaque, vous l'aurez compris, le pétrole, c'est le nerf de la guerre quand il s'agit d'aéronefs. Moi, je vous le savais peut-être pas, mais je viens du monde magique du triathlon. J'ai eu la chance de représenter la France au championnat du monde amateur longue distance de triathlon, courte distance de duathlon. Alors, je n'ai pas gagné grand-chose. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Mais à cette époque-là, je faisais énormément de sport, habitude que j'ai gardée et qui m'a d'ailleurs, je pense, pas mal aidé dans mes problèmes de santé. Et on va pas se mentir, quand vous faites beaucoup de sport, il faut beaucoup s'hydrater. L'eau, c'est la base, mais quand vous saturez de l'eau, personnellement, c'est mon côté nord-américain, j'avais tendance à me venger sur les sodas. Et aujourd'hui, notre partenaire, eh bien, c'est Oli. Et l'avantage d'Oli, c'est quoi? C'est qu'ils vous permettent une gamme, on a pas mal de choses différentes gammes, 4 gammes d'ailleurs maintenant, pour vous permettre eh bien, de varier un petit peu vos apports. Et d'un côté, si vous aimez le côté un petit peu soda, vous avez l'Ice Tea, qui va être une approche plus saine que ce que vous pouvez trouver en grande surface. Et vous avez également toute la gamme énergie, sans dépendance. Si vous voulez avoir une énergie continue et que vous n'êtes pas un grand fan, par exemple, du café, vous allez également avoir ma gamme préférée, l'hydratation, qui va vous permettre de vous réhydrater avec des sels minéraux, avec des vitamines. Le tout sans saturer du goût de l'eau quand ça fait votre 4e litre de la journée. Et tout nouveau, vous mixez avec du lait, vous avez la gamme Milkshake. Je bois ton milkshake. J'espère que vous avez apprécié la référence à There Will Be Blood. L'autre avantage, c'est au niveau du packaging. Pas besoin d'avoir des canettes ou des choses comme ça. Vous commandez directement en gros. Vous faites vous-même votre petite mixion. Vous vous baladez avec votre gourde d'hydratation et c'est parti. Alors, on vous permet d'avoir accès soit à 5 € sur la première commande, soit à 10% de réduction. Je vous encourage à suivre le lien juste en dessous et à me dire votre goût préféré, votre gamme préférée. Personnellement, c'est l'Hydrate. Et même si je me suis calmé niveau triathlon, là j'ai d'autres petits défis sportifs. Et ce matin, home trainer, Hydrate. Allez, jingle. Roger ball. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 «
Alors nous avons une lettre d'intention qui a été signée dans la grande usine de fabrication en Suède. Pour rappel, la Suède, c'est environ 10 millions d'habitants. C'est grosso modo l'agglomération parisienne, dans un pays légèrement plus petit que la France. Mais c'est un pays qui très longtemps a été neutre, qui n'a que très récemment rejoint l'OTAN et en 1939 contre les soviétiques et qui a réussi à se créer une image de si vous venez chez nous, votre prix, le coût en termes d'attrition est tellement fort que ce n'est pas une situation d'avenir. À partir de là, on parle souvent de la France et de notre capacité, alors qu'on est un petit pays de 65 millions d'habitants, à avoir une autonomie et une souveraineté dans notre industrie de défense. La nôtre est vraiment complète, c'est-à-dire de A à Z. Je vous renvoie vers le logo Amazon. Celle de nos voisins suédois est quand même extrêmement impressionnante, même si à l'heure actuelle, comme on dit, eh bien, leur avion n'est pas ITAR-free. Vous prenez par exemple la propulsion, elle est américaine sur la nouvelle version. Ce qu'il faut savoir sur le Gripen, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, c'est un griffon. Pourquoi ce corps d'aigle et cette arrière de lion avec des oreilles de cheval, dont on entend parler dans la Grèce antique depuis moins 3000? Eh bien parce que c'est l'emblème de Saab et des camions Scania. Alors Saab, c'est Svenska Aeroplan Aktiebolaget, un truc du genre, ce qui veut dire Société par action d'aéroplanes suédois. Ça a été écrit en 1937. Leur devise, c'est toujours un pas devant, au sens devant les autres. Et le griffon, peut-être couronné depuis 85, c'est l'emblème héraldique de la Provence de Scania. Vous voyez les camions, ça vient de là. Et donc les Saab, c'est ce griffon. Et donc quand on dit le griffon, c'est le griffon de Saab. Et voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Toujours est-il, ce pays a été les premiers à faire du Draken, après du Viggen, le double Delta. Et dès les années 80, ils faisaient de la partage de données entre leurs avions. Pourquoi? Parce que pour pouvoir faire un coup extrêmement fort à l'adversaire tout en ayant un format très délocalisé, ils avaient besoin d'une parfaite coordination entre leurs atouts nationaux. Et puisque tout le monde ne part pas d'une même base, il faut bien travailler la conscience de la situation, puisque contrairement à un modèle américain ou français où on fait une projection de puissance, eux, par design, vont devoir se cacher un petit peu partout pour pouvoir tenir dans la durée et faire cette fameuse guérilla aérienne que l'on retrouve chez les Ukrainiens depuis maintenant 3 ans. Si vous vous posez la question que veut dire JAS, très simple. Yacht, c'est la chasse. Attaque, pour air-sol. Spanning, la reconnaissance. Donc RR, air-sol, reconnaissance, le 39. Le prototype a été créé en 88, mise en service en 96, ça va vite. Et pour ce qui est de la version E, qui n'a pas grand chose à voir avec la version C, qui est légèrement plus grande, mais surtout qui a 30% d'emport en carburant supplémentaire, et on va le voir, qui a une vraie capacité, une vraie logique omni-rôle, et bien là, premier vol en 2017, premier client export, le Brésil, qui fabrique d'ailleurs, certains de ces avions, ils vont en fabriquer 15 sur les 36 directement sur place, et d'ailleurs, ils vont faire des F, des biplaces, que le Brésil pour l'instant va avoir des F, et là c'est 2020. 2020 la mise en service, et pour ce qui est de la mise en service dans leur armée aux Suédois, qui opèrent déjà du C et du D, c'est la semaine dernière. Toujours est-il, sur le papier, ils peuvent prendre 9 missiles RR, ils peuvent prendre 16 petites bombes, des SBD. Donc 9 missiles RR, c'est plus que le Rafale. 16 SBD, c'est plus que le Rafale. 4 missiles air-mer, c'est plus que le Rafale. Et récemment, Saab vient de se voir allouer un contrat de 276 millions d'euros pour pouvoir développer un drone accompagnateur, ces fameux équipiers supersoniques et furtifs. Et accrochez-vous bien, Saab a participé au projet Neuron avec le Rafale, donc ils savent ce qu'ils font. Maintenant, si on doit parler un tout petit peu du E, c'est un petit peu comme le Hornet et le Super Hornet, à une différence. Quand les Américains sont passés du Hornet au Super Hornet, qui est plus gros, plus puissant, plus omni-rôle, ils ont perdu en agilité et en compétence en combat aérien. On se méfie plus d'un F-18C Hornet que d'un Super Hornet en dogfight. Eh bien, il semblerait que sur le Gripen, ce n'est pas le cas. Ils ont réussi à garder une très bonne agilité, malgré un avion qui est un peu plus lourd, malgré un avion qui, pour le coup, a été remotorisé, avec du F414JI, donc General Electric 39E, qui leur permet d'avoir plus de points d'emport, d'avoir plus de puissance et également plus d'énergie pour faire décoller le vecteur et le maintenir en l'air. Point important, sur la nouvelle version, comme sur le Super Hornet, on a plus de pétrole, ce qui donne une autonomie accrue et il y a une capacité de projection accrue à l'avion qui reste un petit avion quand on compare par exemple aux avions russes ou F-15. Grand pays, grand avion, parce qu'il faut de la longe, petit pays, petits avions, spécificité soviète et américaine, ils ont fait les deux, F-15 gros chasseur, F-16 petit chasseur, MiG-29 petit chasseur, Sukhoi 27 et ses descendants, gros chasseurs.
En France, on avait initialement du petit chasseur, Mirage F1, Mirage 2000. On est allé vers du chasseur moyen avec le Rafale. Et là, eh bien, on voit que le Gripen, petit chasseur initialement, a quand même grossi, même s'il reste monomoteur, ce qui a un impact sur son coût, ce qui a un impact également sur le coût horaire. Autre grosse spécificité de l'Eco, eh bien, c'est qu'on en a entendu parler cet été, puisqu'en mai-juin dernier, on a Helsing, qui est une entreprise allemande toute neuve, dont d'ailleurs un des premiers investisseurs a été le fondateur de Spotify, qui a mis en place Centaur, qui est une intelligence artificielle, et pour la première fois, un avion de chasse a fait ce qu'on appelle des flots BVR, donc a fait des manœuvres de combat longue portée RR, de manière automatique sous la supervision d'un pilote. Donc quel est l'énorme avantage de ça? Le temps de formation des équipages. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer extrêmement rapidement un avion de combat si vous êtes prêt à avoir un petit peu d'attrition, qui grâce à l'IA va avoir une capacité, une sorte de super pilote automatique. Pilote automatique qui jusqu'à présent n'était que là pour des phases qu'on dit DOMS, domestiques, administratives, faire du vol rectiligne horizontal, faire une approche, garder un cap. Maintenant, eh bien, on va pouvoir faire du pilote automatique en mode tactique, notamment eh bien, pour gérer les capteurs et pour gérer un flot. Alors pour ce faire, vous doutez bien qu'il faut que l'IA puisse se nourrir de multiples informations et c'est là où on se rend compte qu'entre le 39 et le Rafale, il y a une philosophie commune et c'est celle de l'interface homme-machine d'un côté, mais surtout de la fusion des capteurs. On va au tableau. Alors, qu'est-ce que j'entends par cette fusion des capteurs? Si vous regardez le cockpit, pour faire très simple, vous avez un grand écran. Sur ce grand écran, comme sur F-35, on va vous mettre la carte, ça c'est important, mais surtout, on va vous superposer le radar, comme vous pouvez le voir. Alors, le radar, c'est comme une maglite, c'est comme une lampe dans la nuit, et il y a une grosse spécificité sur le Eco, ou le F, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'on a un radar actif, comme à peu près ce qu'on a sur 30% de notre flotte de Rafale R, mais on le met sur une plaque qui bouge. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un radar qui fait du plus ou moins 60 degrés et qui est bloqué, là, on a capacité à aller à 100 degrés. Donc, pourquoi c'est important? C'est important parce que la logique d'emploi des chasseurs classiques en combat longue portée, c'est le support en profondeur, ce qu'on appelle le mutual support. Je m'explique. Tu as une frontière, ici. Tu as deux avions de chasse d'ancienne génération, on va dire des 2000C. Si tu veux pouvoir surveiller la frontière, tu as besoin, à l'époque, d'un Mirage 2000 qui regarde en haut, un qui regarde en bas. Et donc, pour maintenir une permanence au niveau d'un point, sur en gros 40 km, il te faut 4 Mirage 2000. Ça, c'est du 2000C. Est arrivé, on va dire, le Rafale, avec son antenne active beaucoup plus puissante. Et donc là, maintenant, avec deux Rafales, on fait le job. Il y en a un qui scanne, plus ou moins 60 degrés. Ça scanne, ça scanne. Au moment où il se rapproche trop, qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour, tac, il va partir comme ça. L'autre, il vient. Et en permanence, on peut surveiller. Ça, c'est bien. Maintenant, quand vous avez un radar qui peut faire du 100 degrés, ça veut dire que pendant vos évolutions, vous pouvez continuer à surveiller. Alors ça, c'est bien en théorie, mais en vrai, c'est pas à ça que ça sert. Est-ce que vous êtes prêts pour l'info du jour? En vrai, ça sert à vous permettre de manière autonome d'augmenter la probabilité de tuer d'un de vos missiles longue portée sans pour autant vous rentrer dans la zone adversaire qui soit dangereuse. Donc on va prendre un Gripen. En face, on met un Sukhoi, un Rafale, un F-15, ce que vous voulez. On va dire qu'ils ont un armement à peu près similaire. Lui va utiliser de l'AIM-120. Alors, il faut savoir que le Gripen, on peut mettre plus ou moins ce qu'on veut dessus, du Meteor, du Mika, de l'Astram. On peut en gros, tout ce que l'Auto 1, vous pouvez l'acheter et le mettre dessus, c'est plug and play. En face, on va dire que vous avez de l'A12, qui est l'équivalent de l'AMRAAM version russe. Et au moment où vous arrivez à la distance d'engagement, généralement, vous avez des choix. Soit vous décidez de tirer à ce qu'on appelle la limite longue, soit vous attendez ce qu'on appelle la no escape zone. Si tu tires à la limite longue et que l'adversaire fait une manœuvre, ton missile va être perdu. Si tu attends la no escape zone, eh ben, il est possible que pour atteindre cette no escape zone, il va falloir te rapprocher de l'adversaire. Si lui a décidé de te mettre un tir à longue distance, tu vas mourir. Sauf eh bien, dans le cas par exemple de notre Gripen. Donc qu'est-ce qu'il va pouvoir faire notre Gripen? Notre Gripen, on peut dire, tiens, bah, il se dit, j'attends un petit peu, le Sukhoi il rentre, il est à peu près à mi-distance, et là je me dis, allez, j'ai une probabilité d'interception qui est quand même assez élevée, même si elle n'est pas de 100%, je tire. Et là, la plupart des avions occidentaux vont faire demi-tour après avoir tiré,
leur missile va continuer. Et si tu n'es pas en réseau avec quelqu'un d'autre sur un missile ultra moderne, il suffit que ton adversaire fasse 20 degrés ou 30 degrés au cap. Et quand ton missile arrive sur le point où il passe, comme on dit, pitbull, où il ouvre son autodirecteur, il ne trouve pas la menace, ce qui est dommage. Donc pour compenser ça, il te faut ce qu'on appelle la LAM, la liaison avion-missile. Et cette LAM, il faut mettre à jour la position de la cible. Donc ce que tu fais avec un avion moderne, c'est que tu te mets en gros à 50 degrés, tu continues de lamer ton missile qui est en vol, comme ça si ça manœuvre un peu ça va, mais il y a un moment, tu es obligé de faire demi-tour. Et le Gripen, lui, eh bien, va pouvoir non pas faire demi-tour, mais d'entrée de jeu, plutôt que se rapprocher de la menace et risquer de se prendre un missile, se mettre travers la menace, voire même s'éloigner très légèrement de la menace, tout en lamant son missile. Ce qui rend un seul Gripen tout seul, j'ai envie de vous dire, presque aussi efficace que deux Rafales. Pourquoi? Eh bien parce que tout seul, il a capacité à augmenter la probabilité de tuer de son missile moyenne ou longue portée. Donc dans des scénarios où si tu es tout seul en Rafale ou en F-16 ou en F-15, tu vas être obligé de faire demi-tour, d'ailleurs c'est pour ça qu'on n'y va jamais tout seul, il peut y avoir de la vie et de l'efficacité militaire en Gripen. Et le seul autre avion que je connaisse qui ait normalement en théorie cette capacité, c'est le Sukhoi 57 qui a des antennes supplémentaires. Donc ça change tout dans votre capacité à faire ce qu'on appelle du combat Beyond Visual Range, longue portée, de manière autonome, ce qui en fait donc le parfait avion pour faire des escarmouches et pour gêner l'adversaire tout en mettant une grande probabilité dans le succès de votre missile. Et pour faire très simple, face à un adversaire malin, en faisant ça, ce qu'il fait, c'est qu'il force l'adversaire à faire demi-tour. Et une fois qu'il a détecté que l'adversaire a fait demi-tour, qu'en plus on ne s'approche pas, le missile de l'adversaire a traché, donc n'a pas réussi à t'atteindre, qu'est-ce qu'il peut faire? Paf! Il y retourne. Et là, il y retourne et maintenant, il pourchasse l'adversaire qui se dit « Ah zut, qu'est-ce que je fais ?» Et soit l'adversaire se dit « Je la joue gagnante, je refais face », auquel cas, tu lui mets un tir rentrant et fin de la menace, ou alors l'adversaire est obligé de faire demi-tour. Donc là où ce genre de méthode, il faut être deux avions classiques, le Gripen, grâce à ce radar, grâce à ce système, c'est pas que fait pour faire joli, c'est fait pour permettre à un avion tout seul, même face à une patrouille de deux, d'avoir un impact grâce à ça. Alors attention, il ne faut pas être mauvais. Et c'est là où comment est-ce que tu compenses peut-être la difficulté et le talent nécessaire, l'entraînement énorme du pilote pour réussir à faire tout ça? Avec l'IA, la boucle est bouclée et ça, c'est le futur. Une fois qu'on a dit ça, sur cette carte, ils vont pouvoir mettre ce qu'ils veulent, ils vont pouvoir donc avoir toute leur conscience de la situation devant les yeux, avec les informations qui proviennent des capteurs infrarouges, parce que vous avez un IRST. L'IRST a cette capacité à détecter des sources de chaleur. Alors, les propagandistes et les industriels et lobbyistes vont vous dire c'est génial, ça détecte un avion furtif. Ouais, alors, on en reparle quand tu voles au-dessus de la Bretagne avec 30 000 pieds de nuages, mais donc, quand il fait beau, quand tout va bien, l'IRST va effectivement te permettre de détecter de très loin une source de chaleur. Maintenant, il faut quand même se méfier, il vaut mieux en avoir un, c'est une excellente chose, on en a sur Rafale, il y en a sur Gripen. Ce qui est intéressant, c'est qu'en quelques années, ils ont réussi à multiplier par 10 la sensibilité du capteur. Mais encore une fois, si vous êtes avec des conditions météo très compliquées, il ne faut pas attendre à ce que l'IRST détecte l'avion furtif qui est au milieu des orages, quoi. Ensuite, vous avez également les informations de vos capteurs infrarouges qui sont sur vos missiles qui communiquent et vous avez l'équivalent de la liaison 16. Les Suédois sont en avance là-dessus depuis les années 80. Pour faire simple, maintenant on a la liaison 21, mais c'est quoi? C'est le partage, la connectivité et partage d'informations. Donc ça permet à un avion de rester radar éteint et de nourrir ses senseurs, son IRST par exemple, mais de nourrir également ses missiles sur une position. Et là, ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle le taux de rafraîchissement. Pourquoi? Parce que fonction de la source de l'information, vous allez avoir une position de l'adversaire qui est plus ou moins bonne. Et toute la difficulté dont on ne vous parle pas souvent, c'est au niveau de votre écran, de réussir à faire le tri entre toutes les infos. Je m'explique. Ton radar est allumé. Tu as un super radar, tu as un taux de rafraîchissement qui est très très bon. Tu as ton plot ennemi. Maintenant, tu es en liaison avec un vieil avion radar de l'OTAN, un vieux E3. Lui, il a peut-être un taux de rafraîchissement, je vous dis des bêtises, exprès, on va dire c'est 10 secondes. Et bien 10 secondes en avion de chasse, ça fait beaucoup de distance. Donc tu as ton plot radar à toi, et là tu as un autre plot, qui est le plot qui est en gros 10 secondes de l'avion radar. Ensuite, tu as peut-être un plot d'un collègue qui a un radar un tout petit peu décalé, paf, et donc tu te retrouves avec 3 plots
avec une seule bonne information. Et le danger, c'est commencer par exemple à tirer ou envoyer ton missile sur une information qui a 10 secondes. Donc ce qu'il faut voir, c'est que d'un point de vue informatique, d'un point de vue design, c'est compliqué et réussir à donner une parfaite fusion d'informations, et ça demande pas mal de lois informatiques, pas mal de choix également au pilote qui va pouvoir faire le tri en fonction de la qualité de la data. Je sais que vous êtes nombreux à être dans l'informatique, à suivre cette chaîne. On parle beaucoup de big data. Nous, en fait, on est là. Il va falloir qu'on trie en temps réel la qualité de l'information et qu'on fasse des choix et qu'on dise, tiens, aujourd'hui, la qualité de Magic n'est pas terrible. J'ai mon radar allumé ou j'ai un collègue qui a le radar allumé. Je ne veux pas voir ces pistes parce qu'elles me gênent. Sauf quand, par exemple, je suis dos à la menace et du coup, je n'ai pas mon radar allumé et je suis bien content d'avoir une idée de où se trouve l'ennemi à plus ou moins 3 nautiques. Par contre, quand je reviens face à la menace, j'ai une capacité à me créer une conscience de la situation meilleure grâce à mon radar ou celui de mon équipier. Donc, je disregarde, comme on dit, hop, je dis, non, je ne veux pas ce type d'information-là. Donc, on est devenu en fait des gros gestionnaires de data dans nos cockpits modernes. Vous comprenez forcément que l'IA va aider ça. Et ça a tellement compris le concept que toutes les informations non vraiment nécessaires au pilotage de l'avion, maintenant, il les cache. Typiquement, votre pourcentage au niveau du moteur n'est pas affiché devant tes yeux pour éviter de te donner de la data inutile pour sauvegarder tes capacités cognitives. Parce que le pilote et tacticien va devoir décoller très proche de la menace, faire son action, se reposer. Et autre très gros avantage du Griffon, c'est qu'il leur faut 10 minutes pour refaire le plein au sol, que ce soit de pétrole ou de munitions. Rappelez-vous la guerre des 6 jours, les Israéliens refaisaient le plein en 7 minutes. Là, un avion moderne en 10 minutes, on va pas se mentir, c'est, je pense, les meilleurs au niveau des avions occidentaux. Donc, dès le début, ça a été pensé, tu laisses tourner ton moteur, tu refais le plein, hop, tu repars, et donc pas besoin de tanker. Tu as des plots un petit peu partout, des points d'appui, et tu y vas, tu repars, tu y vas, tu repars. Et l'adversaire, qui a peut-être des avions plus gros, avec plus d'autonomie, lui, il voit de temps en temps ce qu'on appelle des pop-up groups qui sortent, qui peuvent éventuellement lui tirer un missile longue portée, qui après se mettent de travers, donc tu n'arrives pas à les toucher, parce que c'est pas tout d'avoir un missile le plus long. Après, il faut pouvoir le supporter et augmenter sa capacité de tir. Je rentre pas trop dans les détails, mais c'est pas un concours de PowerPoint, la vraie vie, c'est un concours de tactique. Et le fait de pouvoir mettre votre radar comme ça sur le côté, ça change tout d'un point de vue guerre aérienne. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte un Gripen quand il arrive sur le champ de bataille, parce qu'il a cette capacité à vous gêner, à vous forcer en fait à faire demi-tour. Maintenant, les autres petits points techniques sur lesquels on peut aller au niveau du E, on en a parlé, on a l'IRST, on a le radar, on a la guerre électronique. Donc la guerre électronique, c'est souvent la guerre des PowerPoint. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualité de votre système de défense et de guerre électronique dépend de la qualité de la data qui est dans la bibliothèque. Et là où c'est bien réfléchi pour le Gripen, c'est que chaque système en fait est autonome d'un point de vue informatique, que vous avez donc une capacité et une agilité extrême pour faire évoluer les logiciels, et que ce qui fait vraiment la différence, on le voit sur un champ de bataille moderne, c'est votre capacité à mettre à jour votre base de données, votre bibliothèque extrêmement rapidement pour avoir un impact. C'est pas tout d'arriver avec un système que vous vendez comme étant le meilleur du monde. S'il n'a pas l'agilité nécessaire pour se mettre à jour au vu des modifications que fait l'adversaire, il ne vaut pas grand-chose. Autre point important, moi j'aime pas trop quand les gens surestiment l'importance de la guerre électronique, c'est très bien, mais l'objectif du chasseur, c'est pas d'aller se mettre au milieu du domaine de tir adverse, c'est de rester tactiquement en dehors. Donc tout ce qui est guerre électronique, c'est vraiment en dernier ressort. Normalement, si vous êtes un bon chasseur dans les armées plutôt de l'Ouest, vous n'allez pas vous mettre dans le domaine d'engagement de l'adversaire. C'est à vous de manœuvrer, comme on l'a vu, par de la tactique pour éviter d'avoir à utiliser votre système de guerre électronique. Maintenant, il va aider forcément, et c'est indispensable, mais en tant qu'opérationnel, moi, ma vision des choses, elle n'engage que moi, c'est par la géométrie, par la tactique, par le choix de la manière où tu vas au contact, tu dois éviter de devoir dépendre sur un système de guerre électronique qui n'a peut-être pas été testé pour la modification du missile qui est en train de t'arriver dessus. Néanmoins, le Gripen E est vendu comme ayant un système qui détecte les arrivées missiles, ça fait partie du reste. Mon expérience avec ce type de système, c'est qu'en tant qu'opérationnel, on ne veut pas dépendre de ça. Maintenant, d'autres points intéressants, notamment avec ce fameux radar actif, c'est est-ce qu'ils ont capacité à détecter les missiles en vol? Je ne sais pas, mais ça devient très intéressant. Si vous pouvez vous mettre travers et avec votre antenne radar, vous arrivez à détecter un AA-12, un AA-10, c'est pas très discret un AA-10, ou un AA-12, et bien derrière, ça peut vous permettre de savoir si l'adversaire vous tire dessus ou pas.
et ça va vous permettre d'être plus agressif et de manœuvrer de manière différente. Donc ce qu'il faut comprendre maintenant, on a vu récemment, on en a parlé hier sur la chaîne, que l'armée française arrive à intercepter des Mi-15 en vol. Vous doutez bien qu'ils arrivent à les détecter, que ce soit avec de l'IR, que ce soit avec du radar. Et donc à partir de là, toutes nos tactiques sont amenées à évoluer. Beaucoup plus de data pour décider, d'où encore une fois l'importance de l'IA qui, à ma connaissance, n'est pas présente par exemple à l'heure actuelle pour de l'RR dans le Rafale. En définitive, on a vu que sur le Gripen, vous avez ce grand écran sur le E, vous avez en plus le head-up display et pour faire bien, ils ont en plus le casque qui leur permet de désigner à vue un système, il faut être franc, plus avancé que ce qu'on a actuellement sur Rafale. Bref, donc tout a été réfléchi pour donner un maximum de conscience de la situation, mais je pense que l'idée avec laquelle je veux vous laisser, c'est que le Gripen est un avion qui, de mon point de vue, et ça n'engage que moi, a été réfléchi pour permettre à un seul aéronef, de manière isolée, de faire peser une grosse menace sur l'adversaire, que ce soit air-mer, air-sol ou RR, grâce à une planche initiale de réflexion qui était qu'il faut pouvoir faire de la guérilla. Donc si vous voulez, c'est une sorte de John Rambo, là où les avions plutôt occidentaux classiques, Rafale, F-16, Mirage 2000-9, Typhoon, ce genre d'aéronefs ont été réfléchis dans une logique d'escouade, un petit peu comme les groupes de forces spéciales, où vous allez pouvoir spécialiser un petit peu chaque personne, certains en RR, d'autres en air-sol, et atteindre un super effet militaire sur une zone donnée. Mais là, on est dans une logique différente, on est dans Rambo 1, on est dans la jungle, avec ce Rambo surarmé, suréquipé, qui va pouvoir apparaître, disparaître extrêmement rapidement et mettre à mal des forces qui, elles, ont une logique de fonctionnement beaucoup moins agile. À partir de là, est-ce un très bon choix pour l'armée ukrainienne? Je le pense. Est-ce qu'avec un monomoteur réfléchi pour s'approcher de l'adversaire et essayer d'infliger un maximum de dommages, on risque d'avoir de l'attrition forcément, que ce soit temps de paix ou temps de guerre, même si d'un point de vue entretien des machines, là, ils ont une attrition extrêmement faible, ce qui est impressionnant pour un monomoteur. Maintenant, on sait que dès 2023, les Ukrainiens ont testé cette machine, que certains pilotes sont formés en Suède. Un des moyens pour pouvoir augmenter leur potentiel va être donc de former des pilotes, mais je pense honnêtement qu'avec les nouveaux systèmes de formation et également qu'avec l'IA, ils vont pouvoir avoir un niveau de standard, notamment en combat longue portée, beaucoup plus élevé que ce qu'ils ont actuellement, à un prix d'acquisition, que ce soit temporel ou budgétaire, sans commune mesure avec la génération précédente. Là, on est vraiment en train de rentrer dans une nouvelle génération d'avions de combat, peut-être la dernière avant de voir plutôt du combat avec ce genre de truc, comme le X-Bat. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que depuis 3 ans, on dit qu'il est important que l'armée ukrainienne market et vise un gros format d'armée. Donc je peux que trouver absolument cohérent et logique leur volonté affichée de monter en puissance. Je suis juste étonné que ça aurait pris autant d'années pour le décider. Maintenant, cette annonce ne veut pas dire que demain, on aura du Gripen E directement en Ukraine. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Par contre, ce qui est possible, c'est que des Gripen C et D, donc c'est pas du tout la même chose que ce qu'on vient d'analyser là, soient donnés, soient vendus, fassent partie du package pour l'armée de l'air ukrainienne. Pourquoi ? Parce qu'à l'heure actuelle, on sait qu'environ la moitié des Gripen C/D actuellement utilisés par l'armée suédoise à l'horizon 2030 vont être retirés pour aller vers une flotte qui aura principalement du Gripen E et F. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait toute une partie des avions d'occasion qui fassent route vers l'Ukraine ou en tout cas qui soient utilisés par l'armée ukrainienne. Et là, dans ce cas-là, on est sur un avion qui n'a pas les mêmes capacités, qui est plutôt aligné à ce qu'est un Mirage 2000 ou un F-16, mais surtout un avion qui va permettre à toute la chaîne logistique de se former sur la machine. Car quand on parle de 100 à 150 avions, ah oui, il faut environ 200 pilotes, mais il faut également des centaines, ce n'est des milliers de mécaniciens formés sur la machine. C'est un monomoteur, c'est important. Les motoristes n'ont pas le droit à l'erreur. Et je vous rappelle que si ces avions volent, c'est grâce à la qualité des mécaniciens qui, dans leur grande bonté, nous confient à nous pilotes leurs avions en espérant qu'on les abîme pas trop. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur cette annonce autour du Gripen E. Le compte-rendu du bureau enquête analyse, le préliminaire sur l'incident de Nice est sorti. Je vous donne rendez-vous lundi. N'hésitez pas à vous abonner pour que l'on en parle, car, spoiler alerte, oui, les deux Airbus A320 sont passés à environ 3 mètres l'un de l'autre. Et non, ce n'est pas grâce à une action humaine qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Il semblerait que ce soit là. On verra ça lundi. Fly safe.